Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme follement éprise de liberté qui a fait de son lien au cadre et aux limites son terreau d'exploration depuis sa sortie du lycée. Danseuse à Londres, cadre commercial d'un grand groupe international dans le sud de la France, fondatrice d'une école de sophrologie à Nantes, actuellement coach de sportifs de haut niveau, Aurélie Lamy a fait du potentiel humain, de la conscience du corps et des limites induites par le cerveau ses sujets d'études et d'expérimentation. Pour elle, ce sont les contraintes qui nous rendent malheureux, car elles nous bloquent dans nos performances et notre bien-être. Après avoir sillonné les routes, observé le fonctionnement des gens et façonné une méthode de préparation cérébrale, elle est en train de révolutionner l'approche du sport collectif. Je vous le dis tout de suite, cet épisode va être un peu spécial. J'ai énormément de questions à poser à Aurélie et ça va partir dans tous les sens, tant son univers est immense. Je suis très heureuse d'accueillir Aurélie au micro de Flamboyante. Bienvenue Aurélie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Waouh. Je me remets de cette introduction. Mon humeur du jour, elle est lumineuse. Ouais. Voilà. C'est mon humeur du jour. Ce terme est tout à fait adapté parce que figure-toi que l'un des noms d'une ancienne société que j'ai fondée et après qui s'est arrêtée s'appelait Lumineuse. Donc ce mot me parle parfaitement. Merci. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Comment tu as envie de te présenter ? Oui, alors du coup, ouais, comment j'ai envie de me présenter ? J'ai toujours un peu ce qui me vient voilà, facilement, ce que je suis habituée à dire, mais je vais essayer de me relier différemment aujourd'hui. Comment j'ai envie de me présenter ? Eh bien, Aurélie, maman de 2 enfants, ancienne danseuse à Londres, éprise effectivement de liberté et consciente consciente très tôt qu'on peut construire sa vie véritablement, construire sa vie, une vie vraiment sur mesure, à partir du moment où on dépasse beaucoup de choses, mais voilà que c'est possible. Passionnée de transmission, avec l'envie de pouvoir donner l'envie, effectivement, à beaucoup de gens, de saisir l'opportunité qui n'est pas simple, qui demande du travail, qui n'est pas simple, mais de vraiment vivre sa vie, voilà. Et habitante des Cévennes, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont autour de ça, mais voilà, passionnée par la transmission. Je crois beaucoup aux missions de vie. Eh bien, si on me demandait de résumer ma mission de vie en un mot, je dirais transmettre. Génial, merci. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui ? Qu'entreprendre m'a appris à aujourd'hui, tellement de choses. Est-ce que ça te dérange de préciser la question ? Parce que du coup, j'ai l'impression qu'entreprendre faisait partie déjà de moi. Et qu'est-ce que la concrétisation de l'entrepreneuriat m'a apporté ? Ouais, en fait, voilà, qu'est-ce que, à travers tes expériences entrepreneuriales, qu'est-ce que tu as développé, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou sur les autres ou sur la vie ? C'est large, mais c'est spécifiquement large pour que tu puisses répondre comme ça.
c'est très très large. Qu'est-ce que m'a appris? Alors l'entrepreneuriat pour moi c'était comment dire? Ça faisait partie de moi, c'est-à-dire que la question c'était pas est-ce que je vais entreprendre ou pas, c'est sur quoi je vais entreprendre en fait. Donc pour moi, je l'ai vraiment vécu comme pas comme un choix, mais comme quelque chose qui fait partie de moi, une force naturelle. C'est un élan naturel, quelque chose même ça m'aurait demandé de lutter contre, de ne pas entreprendre. J'aime la création parce qu'il y a différentes façons d'entreprendre, mais voilà, j'aime la création, j'aime matérialiser mes idées. Qu'est-ce que ça m'a appris? L'entrepreneuriat m'a appris l'importance de la discipline. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris ces fameuses. Enfin voilà, j'ai fait plein d'erreurs en tant qu'entrepreneuse, comme tout basé sur la confiance, se dire que quand on a un groupe humain, qu'on sait tous pourquoi on est là et qu'on est des adultes responsables, eh bien, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous fliquer. J'ai appris qu'il ne faut pas considérer les gens comme on aimerait forcément être considéré. Ça marche pas avec tout le monde. J'ai appris à dire des choses désagréables comme on va pas pouvoir poursuivre ensemble. J'ai appris la patience aussi. Voilà. J'ai appris tellement de choses. J'ai appris à faire des choses comme des budgets prévisionnels, voilà, des choses comme ça qui me servent beaucoup. J'ai appris à structurer ma pensée, à la rationaliser, à la sortir d'un côté très créatif. Ça peut être un vrai piège ça, chez les créatifs, c'est de devenir trop aérien. Et j'en ai vu beaucoup des créatifs comme ça, ne pas se structurer suffisamment pour matérialiser leur création et au final se perdre et chuter. Donc, ça m'a appris à être encore plus rigoureuse sur la structure pour pouvoir le cadre. Voilà. Si je devais résumer quelque chose qui va entre ma vie et l'entrepreneuriat, ça a matérialisé l'entrepreneuriat, le fait que la liberté vient d'un cadre. Être pro-liberté ne peut pas exister sans cadre. C'est être prisonnier. Et que le cadre et la structure permettent la liberté. Donc vraiment, ça a vraiment matérialisé ça. Voilà. Très parlant, merci. Lors de notre entretien préparatoire, tu m'as dit que le monde est 1000 fois plus riche que ce que l'on croit ou que ce qu'on nous laisse entendre et qu'il est possible de créer sa place et son univers. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette vision, qu'il y a d'autres possibles et puis dans quel contexte, en fait, toi, tu as expérimenté ça et comment tu le transmets, justement, puisque tu es transmettrice aux autres? Pour moi, ça a été quelque chose. En fait, j'ai eu l'impression très jeune et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Je trouvais que tout était étroit, tout était étouffant. C'est bizarre parce que ma mère le raconte encore, mais avant mes 10 ans, je me souviens d'un soir, j'arrivais pas à dormir et ma mère me dit mais qu'est-ce qui se passe? 10-11 ans. Et je lui dis, mais j'angoisse. Elle me dit, de quoi? Je lui dis, j'ai l'impression que la vie, c'est travailler, avoir une maison, une balançoire et un chien. Je veux pas dire que c'est pas bien, hein. Mais en fait, c'est pas tellement le modèle ou la forme que j'y mettais, mais j'avais cette impression que tout était écrit et qu'il fallait suivre quelque chose qui était un peu ordonné par un cadre. Et moi, je me sentais déjà à l'étroit là-dedans. C'est-à-dire que déjà, la perspective, je la trouvais trop petite. Et donc du coup, c'est une question qui m'a beaucoup habité, c'est-à-dire quelle est ma place dans ce monde. Vraiment des questions existentielles. Alors, moi, j'ai l'impression que parfois je suis jamais sortie de l'adolescence, mais oui, c'est quelle est ma place dans ce monde. Est-ce que ce mode de vie-là me convient? Est-ce que et je sentais déjà que j'étais à l'étroit dans un modèle, dans le modèle, et que je me sentais hors cadre. Je me suis toujours sentie hors cadre. Et ça s'est révélé assez tôt, puisque j'ai jamais suivi des injonctions qui pouvaient être. Je me souviens de la première injonction, c'était. Alors moi, on m'avait dit déjà. Oui, je me souviens une fois, ma mère me dit si tu crois, Aurélie, que la vie, c'est se lever tous les matins pour aller au travail avec le sourire. Bon,
Et je trouvais ça fou, en fait. Je me disais, waouh, ça fait pas rêver leur vie d'adulte quand même. Donc ça, c'est une des premières injonctions qui était inacceptable pour moi. C'était inacceptable. La deuxième chose, ça a été, parce qu'en fait, je fais partie de ces personnes aussi qui adoraient apprendre, mais qui a été dégoûtée par l'école de l'apprentissage. Moi, j'ai redécouvert le plaisir d'apprendre après l'école. Donc, il y avait vraiment toujours ce côté, j'ai besoin de créer une vie qui me correspond, avec un besoin vraiment impérieux là-dessus. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets qui m'intéressaient moi. J'ai eu l'opportunité de partir en tant que danseuse à Londres. Et donc, j'ai forcément brisé je me souviens, tout le monde me disait, mais Aurélie, il faut pas de trou dans ton CV. Si t'as un trou dans ton CV, mais tu ceci, tu cela. Bon, finalement, je pars. Alors, il faut savoir que je pars à Londres. Je ne sais pas parler 3 mots d'anglais. Et c'est pour ça que j'y vais. Mais je suis arrivée là-bas, je parlais pas 3 mots d'anglais. Bon, bref. Et donc, en fait, sur mon chemin de vie, il y a toujours eu ce côté... être chef d'entreprise avec des enfants aussi. J'ai créé ma boîte. J'ai eu ma fille en 2009, mon fils en 2010. En 2011, je crée ma société. Je me levais la nuit pour bosser. Maintenant, je vis en plein milieu des Cévennes, en plein milieu des bois. Mes amis m'ont dit à Nantes, Aurélie, t'imagines, la quarantaine, célibataire, tu vas dans la forêt. Ma meilleure amie me dit, mais j'ai peur que tu finisses avec 10 chats et du poil au menton. Bon, alors j'ai qu'un chat, pas de poil au menton encore. Voilà, et en fait, j'ai eu à chaque fois l'impression de lutter contre des schémas, beaucoup de schémas. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis arrivée à avoir la vie que je voulais avoir. On m'avait dit aussi, oui, tu travailles avec des sportifs de haut niveau, mais une femme dans un milieu d'hommes, c'est compliqué. Ben non, c'est pas compliqué, je travaille dans un milieu d'hommes. On m'avait dit, oui, les joueurs de rugby n'accepteront jamais que tu communiques sur le fait que tu travailles avec eux. Ben, en fait, les joueurs de rugby avec qui je travaille acceptent que... J'ai l'impression d'avoir un peu brisé beaucoup de cadres pour trouver ma place. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aime le transmettre en message d'espoir parce que je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas. Et j'aime à dire que en fait, c'est pas un chemin qui est facile, mais c'est un chemin qui est possible à partir du moment où on développe ses capacités et qu'il en vaut le coup. Pour ceux qui sont capables d'avoir ce chemin, tout le monde n'est pas capable de vivre ce chemin-là. C'est un chemin compliqué, mais pour ceux qui en ont envie et qui s'en sentent capables, c'est un chemin qui vaut vraiment le coup. En tout cas, il n'y a pas d'impasse. Si vous vous sentez hors cadre, sachez qu'il n'y a pas d'impasse. Il y a plein de petits chemins de traverse et vous avez votre chemin et vous avez votre place dans ce monde. Et parfois, ça demande juste un peu plus de temps et un peu plus d'énergie de le trouver. Mais quand on l'a trouvé, quand on est dans cet endroit-là, à cet endroit en soi et en dehors de soi, eh bien, la vie, elle est magnifique. Donc voilà. Donc je transmets ça pas forcément à tous mes athlètes. Ce que je dis souvent à mes athlètes, ce que je veux transmettre à mes athlètes, c'est tu veux aller là, eh bien, un chemin existe, il est possible, et je vais t'aider à le trouver. Pour qu'on puisse comprendre toutes les étapes de ta carrière, est-ce que tu peux décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale? Parce que je sais que tu as été salarié, puis après, donc, tu as créé ton entreprise, comme tu viens de nous le dire. Est-ce que succinctement, parce qu'après, je vais te poser des questions plus spécifiques, tu peux décrire les grandes lignes? Ouais, donc j'ai été d'abord en école d'attaché de presse à Paris, et puis j'ai eu l'opportunité de partir être danseuse à Londres. Et quand je suis revenue, donc j'y suis restée très peu de temps, j'y suis restée 1 an. Quand je suis revenue, je devais repartir sur New York, et puis finalement je repars pas. Bon bref, c'est une histoire, mais je tombe amoureuse, il était beau, il sentait bon le sable chaud. J'ai 21 ans, je pensais l'homme de ma vie. Bon bref, c'est pas le cas, mais je décide de pas aller danser à Londres et je reste en France. Et là, il faut que je trouve un boulot. Bon bref, je vais faire en très court, mais je cherche un boulot pour être commerciale. Et donc, je deviens commerciale et très rapidement, je monte les échelons très, très rapidement.
jusqu'à devenir responsable de la moitié de la France pour une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Et je te l'avais raconté quand on avait échangé avant le podcast, mais ce qui est fou, c'est que je vends beaucoup parce que je ne cherche pas à vendre, en fait. Je m'intéresse aux gens et ce fait-là fait que du coup, ça marche à fond, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. Mais je me pose quand même rapidement la question du sens de ma vie, en fait. Je me dis, je me lève le matin pour faire du pourcentage, pour vendre des vêtements. Enfin, ça n'a pas de sens. Et un vendredi soir, vu que je parcourais la moitié de la France en taxi, je me dis, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que je penserais de mes derniers jours de vie si je devais mourir dans ce taxi-là d'un accident. Et donc, ça m'a fait froid dans le dos et je décide de me reconvertir. Donc, pour faire un résumé, donc je fais une formation en sophrologie sur Montpellier. À l'époque, personne n'en a entendu parler. Tous mes amis pensent que je me suis inscrite dans une secte. Moi, je vois bien l'avenir. En fait, je suis assez conquise par le côté conscience corporelle. Il y a vraiment des choses qui s'éveillent chez moi, notamment la question d'un potentiel au niveau de la conscience du corps, de la conscience des choses, de ses émotions, etc. Pas mal de choses. Je trouve que c'est un peu, j'aime pas, je suis pas fan de l'atmosphère collier d'ambre, robe à fleurs. Bref, ça ouvre la porte de quelque chose, mais je suis pas complètement convaincue. Donc, je me renseigne beaucoup sur la question du cerveau et en parallèle, je réfléchis aussi à créer une école de sophrologie parce que je trouve que la démarche n'est pas assez professionnelle. J'ai envie de créer comme une école de commerce, c'est-à-dire quelque chose qui prépare vraiment les gens qui s'inscrivent dans ce parcours-là à devenir des chefs d'entreprise, parce que c'est ça en fait, ces gens-là deviennent des chefs d'entreprise. Donc je crée une école de sophrologie à Nantes pendant que je suis enceinte. En fait, je travaille sur tout le contour de l'entreprise. Et je crée ma première structure qui s'appelle eSophro, qui est à Nantes, une école de sophrologie avec des cours en neurosciences, en biologie, vraiment quelque chose de poussé que je trouve être professionnel, avec cette ambition de changer un peu ce métier et de former vraiment des gens très professionnels. De changer l'image aussi, qui est souvent associée à de la relaxation, pour en faire vraiment quelque chose de très pro. Et donc, je crée cette école et en parallèle, moi, je reçois en individuel des personnes qui deviennent rapidement des sportives. Donc, moi, j'ai mon chemin en tant qu'individu, Aurélie Lamy, puis j'ai mon chemin en tant que dirigeante de l'école de sophrologie qui fonctionne bien. Donc, au bout d'un moment, je délègue, j'ai des personnes qui gèrent l'école. Moi, je reste... Je supervise, mais l'école est gérée, donc ça me permet d'avoir une activité à côté et qui est celle de... Alors, à cette époque-là, je suis pas à l'aise avec le terme de sophrologue, je suis pas à l'aise avec l'idée de coach mental parce que j'ai pas été formée et je reçois des sportifs, puis de fil en aiguille, je commence à créer ma propre méthode qui devient la méthode Careformance. Donc, je crée une entreprise qui s'appelle Careformance, en parallèle l'école de sophrologie, et avec cette ambition de pouvoir accompagner les personnes en individuel, ce que je fais chez les sportifs, mais aussi j'ai cette idée au bout d'un moment de créer un outil qui permettrait aux salariés dans les entreprises, mais aussi à tout un chacun, de pouvoir développer son bien-être et sa performance. Et donc, je crée quelques années encore plus tard MyWelper, qui est une application mobile du bien-être et de la performance des salariés en entreprise. Et donc, à cette époque-là, je suis vraiment en train de gérer 3 projets en même temps, eSophro, Careformance et puis MyWelper. Et puis, rapidement, MyWelper, je laisse tomber. Non pas que l'idée ne plaît pas, mais je n'ai plus de temps pour Careformance, donc je me réalise plus en tant qu'individu. Je réalise que lever des fonds, la start-upeuse, lever des fonds et embaucher des techs, vraiment ça me plaît pas en fait. C'est vraiment pas ce que j'aime. Et je me rends compte que si je m'embarque dans ce projet-là, je renonce à quelque chose, moi, qui me réalise, qui est Careformance. Et donc, je renonce à MyWelper pour me concentrer sur Careformance. Et puis, donc voilà, dans mon parcours d'entrepreneuse, il y a ça. Et puis, jusqu'au moment où après, j'ai décidé pas de tout arrêter, mais de revenir. Il y a eu des petits sujets sur eSophro et j'ai voulu vendre eSophro parce que je pense que je fatiguais du fait de devoir gérer des gens. Je fatiguais de cette grosse machine
Je pense que je me sentais pas assez taillée pour continuer à ça. Je pense que j'en avais plus l'envie. J'étais un peu fatiguée parce qu'on va pas se mentir, c'est un chemin très fatigant. Entreprendre, c'est vraiment, je dis souvent un sacerdoce, mais il faut vraiment être habité, quoi. Hein. C'est-à-dire que il faut vraiment être habité pour le faire, je trouve. Et je suis pas sûre que j'étais une chef d'entreprise, je sais pas. En tout cas, voilà, j'étais fatiguée, j'avais besoin de revenir à un modèle beaucoup plus souple, de revenir seule. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis seule dans Careformance et ça me va très bien parce que j'ai l'impression de dédier mon temps à un essentiel qui n'est pas de l'administratif, des rendez-vous avec la banque, des soucis RH à traiter. Enfin voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ça maintenant. Pour comprendre ce parcours, cette première expérience en tant que salarié, voilà, j'ai compris que t'avais fait du chiffre, que finalement t'étais hyper douée, mais sans savoir comment tu l'étais. Est-ce que ça a été une expérience déterminante pour la suite? Comment t'expliques cette première expérience? Est-ce que ça t'a connecté aux gens? Est-ce que tu les as observés? C'était fondateur au niveau d'un commercial? Non, je dirais que ce qui a été le plus fondateur pour moi, ça a été de naître et de vivre dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient créé une entreprise de maçonnerie. Mon père est décédé quand j'étais jeune, donc ma mère a derrière eu différents commerces. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à les observer en me disant plus tard je ferai ça, mais je ferai pas comme ça. J'ai appris en les regardant faire parce que je savais que j'allais faire ça. Je savais que j'allais entreprendre. J'avais toujours des idées. Ah, si j'étais ma mère, je ferais ça, ou je rangerais les rayons comme ça. Ah ouais, je ferais pas ça. Et en fait, je voyais bien que... donc, j'ai appris d'eux. Par exemple, je savais que jamais de ma vie, je n'aurais un commerce avec des horaires imposés, que ça me correspondait pas du tout. En fait, j'ai fait ma première expérience en observant mes parents être chefs d'entreprise. Et ça, c'est l'expérience la plus fondatrice. Je dirais que ce que j'ai vécu dans ma vie a plus été fondateur. Les éléments de mon enfance ont plus été fondateurs sur mon parcours de vie que cette expérience de commercial. Je dirais que l'expérience de commercial, elle a juste confirmé que j'étais pas faite pour être salariée. Vraiment, c'est quelque chose qui me va pas du tout. Je dis souvent, je n'ai pas choisi. Vraiment, je suis inapte. Voilà, inapte. Il faudrait que j'ai sur mon passeport un truc inapte au salariat, c'est parce que c'est pas possible. Rapidement, je me sens à l'étroit. Rapidement, c'est pas possible. J'ai trop envie d'explorer mes idées pour être salariée. Et puis, je trouve qu'il y a tellement de choses. Je me souviens de ma boss qui me dit, je suis responsable donc de la moitié de la France, et elle me check mes horaires. Elle me dit oui, Aurélie. Et donc, je me dis waouh, c'est fou en fait. Dans mon contrat, je suis censée être cadre. Je suis suffisamment visiblement mature pour être responsable de la moitié de la France pour une marque. Et par contre, on me check mes horaires. Et donc, il y a des choses comme ça, dans mon cerveau, ça rentre pas. Vu que les fils se touchent pas, après, je bug. Et il y a matière à bugger, je trouve. Et donc, du coup, non, cette expérience n'a pas été fondatrice. Elle a surtout été fondatrice dans ce moment, vraiment dans le taxi, où je me dis, je n'arriverai pas à avoir une vie qui n'a pas de sens. Je dis pas que tout le monde est comme moi. Vraiment, il y a des personnes qui peuvent et qui vont mettre du sens, hein, d'ailleurs, dans ça. Mais moi, ça n'avait pas de sens. Donc, ça a plus déclenché un système d'urgence. Voilà, ça a déclenché l'urgence de il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant, voilà. Donc c'est en ça que ça a été fondateur. Pour le reste, non, ça a juste confirmé des choses. Cette urgence, évidemment, tu l'as ressentie dans ton corps. Je pense que déjà à l'époque, tu avais un lien au corps qui était particulier, de par la danse, peut-être d'autres pratiques sportives. Et évidemment, aujourd'hui, le corps, il est très important et il a été hyper important dans ton exploration. Comment tu fais le lien, toi, entre l'influence du corps dans nos jobs, dans la manière dont on entreprend, dont on part en action comme ça, puisque je sais, moi je te rejoins, hein, c'est aussi un sacerdoce, hein, l'entrepreneuriat, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le corps. Et comment on peut, toi qui accompagnes des sportifs de haut niveau, quel lien tu fais entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, s'il y en a un, et comment tu places le corps là-dedans? Je dirais ça dépend du profil de l'entrepreneur, du profil cérébral, mais si je vais faire un
une grande généralité, je dirais que les chefs d'entreprise sont souvent des affectifs analytiques, c'est-à-dire que c'est chez les créateurs, en tout cas, il y a une partie émotionnelle très forte, et puis des pensées, beaucoup de pensées. C'est ça qui les rend très bons, d'ailleurs, parce qu'ils ont la vision, puis ils ont plein de solutions, et ils ont plein de pensées. Et moi, dans ma façon de travailler sur Careformance, donc il y a 3 grandes entités, le corps, les pensées et les émotions. Je dirais que les chefs d'entreprise, si je vais faire un parallèle avec les athlètes, ont absolument besoin de leur corps pour pouvoir faire ce qu'ils font. Et pour autant, c'est la dernière structure dont ils s'occupent. Voilà. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à des joueurs de rugby, ce n'est pas parce que tu utilises ton corps que tu as conscience de ton corps. Et j'vais même aller plus loin, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de rugby avec lesquels je travaille. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, qui me dit, je teste un peu sa perception sensorielle, et il me dit, mais Aurélie, moi, du coup, jusqu'au genou, je sens rien. Il y a un espace vide, du coup, au genou. Donc, le corps, en fait, il est perçu chez un athlète, comme chez beaucoup de chefs d'entreprise, comme un élément qui ralentit, un ralentisseur. Si je commence à écouter mon corps, si je commence à m'écouter, faut faire des pauses, tout ça. Quand on a un peu l'esprit en ébullition, qu'on court un peu à droite à gauche, l'idée de s'arrêter pour écouter son corps, c'est une perte de temps. Et donc, il y a vraiment ce côté, dans les deux, chez les athlètes comme chez les chefs d'entreprise, il y a une méconnaissance et une sous-estimation flagrante de l'importance de la récupération dans la performance. C'est-à-dire que même si, au-delà de parler de la question du plaisir, de l'alignement, c'est quoi être aligné? Qu'est-ce qui fait qu'on est aligné? C'est la sensation. Il y a beaucoup de choses qui sont sensations. Je me sens à ma place. Je me sens au bon endroit. Je me sens aligné. Il y a quelque chose qui passe forcément par le corps. Et le corps aujourd'hui, si je devais faire un parallèle, eh bien, les informations qui parviennent du corps, c'est le tableau de bord de la voiture. Vous n'auriez pas idée de conduire votre voiture en cachant le tableau de bord parce que ça vous ferait flipper. Et pour autant, beaucoup d'athlètes, comme beaucoup de chefs d'entreprise, conduisent leur voiture quotidienne en masquant le tableau de bord. Parce que j'ai pas le temps, parce que il manquerait plus que j'ai besoin de m'arrêter à la station essence, j'ai autre chose à faire. Eh ben non, en fait. Et il y a beaucoup de cas quand même où, au bout d'un moment, il y a des pannes sèches. Le corps qui lâche, que ce soit des maux de dos qui viennent arrêter, que ce soit, alors ça peut être bien entendu plus grave, mais ouais, voilà, je dirais qu'il y a le point commun, c'est ça, la sous-estimation de l'importance de la conscience du corps et de la récupération dans le bien-être et la performance au quotidien. Et ça, en passant par la sophrologie et par ton école, c'est là que tu as découvert et que tu as observé, j'imagine, des cas et plein de cas pratiques de tout type de personnes, à la fois des sportifs dans ta vie d'indépendante et puis peut-être, je sais pas à qui tu t'adressais dans l'école. Comment tu t'es tombé sur ces connexions, sur ces observations? Comment tu as construit en fait ta méthode? La conscience du corps, je l'ai découverte en formation en sophrologie, puisque le premier niveau de travail en sophrologie, c'est un travail sur la conscience corporelle. On appelle ça le premier degré en sophrologie. Et après, il y a plein de consciences différentes. Et moi, je plonge dans un univers qui est vraiment l'opposé de moi. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens où s'arrêter, c'est une perte de temps. Dormir potentiellement c'est une perte de temps, j'ai du mal à arrêter mes pensées quand j'ai envie, je suis tout le temps dans l'instant d'après, jamais dans l'instant présent. Et donc cette école, elle m'apprend, puisque l'avantage de cette école-là en tout cas, c'est qu'on pratique pour soi. Il y a une exigence de s'appliquer à soi-même ce qu'on souhaite transmettre. Ce qui est une énorme richesse, et je trouve que ça devrait être le cas partout, notamment en psychologie. Un travail sur soi devrait être nécessaire, parce que quand on emmène des gens dans des tunnels et que soi-même on n'a pas exploré vers où il va, je vois pas comment on fait pour accompagner les gens, mais bon bref, ça c'est une parenthèse. Je découvre quelque chose qui vient m'équilibrer, c'est-à-dire quelque chose qui est pas facile. Vraiment, c'est pas facile pour moi, je perçois pas mon corps, et tout d'un coup, à force de travailler, d'appliquer les exercices, je découvre une richesse dans mon corps, je découvre la récupération, je découvre plein de choses vraiment qui n'existaient pas chez moi avant, enfin qui existaient mais dont je n'avais pas conscience.
Et de là, je continue mon parcours avec l'école de sophrologie, la création de Careformance. On va dire que j'ai pas complètement les mots pour, je sens qu'il y a quelque chose autour du corps, que c'est important, et c'est comme si, par expérience, je commence à rencontrer des clients, faire moi-même mes recherches sur le cerveau, et c'est comme si à un moment donné, j'avais différentes pièces du puzzle, et puis à ce moment où, à force d'essayer de bouger les pièces, vous savez, tous ces moments où vous pensez à un sujet sous la douche, puis ça revient une semaine après, puis ça revient 2 semaines après, vous sentez que vous avez les pièces, mais vous n'arrivez pas à les assembler. Et il y a ce moment où, voilà, le puzzle prend forme, et tout d'un coup, ça devient une évidence, et je me dis, mais oui, en fait. Alors, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. La théorie des 3 cerveaux, elle date de MacLean, des années 60, des années 70, etc. Mais à ce moment-là, j'en ai pas forcément conscience, je l'ai appris après. Voilà, j'ai les pièces du puzzle qui s'assemblent, et je commence à me dire, mais en fait, c'est ça. Les gens souffrent d'un manquement, d'un manque de régulation de ces 3 grandes familles importantes que sont le corps, les pensées et les émotions. Et je commence à utiliser ce que je sais en termes de technique, mais avec ce décryptage-là. Et je commence à avoir de plus en plus de sportifs, de plus en plus de monde. Et je me rends compte que le décryptage marche chez tout le monde. Je me rends compte qu'en fait, chez tous ceux chez qui je l'applique, ça fonctionne, ça marche, ça parle. Et c'est même pour ça qu'on vient me chercher. Et donc de là, en fait, j'en ai fait ma méthode de travail. Mais pour revenir à la question, ouais, le corps est aujourd'hui la partie de plus en plus lésée dans notre société, et ça engendre énormément de troubles. Voilà. Okay. Et est-ce que tu envisages à un moment donné d'accompagner justement des chefs d'entreprise sur ce sujet pour qu'on puisse aussi nous bénéficier de ton expertise? Alors, je l'ai déjà fait en fait. J'ai accompagné les chefs d'entreprise, j'ai travaillé pour des cadres de très grands groupes. J'ai lancé la pépinière par exemple chez Naval Group, la pépinière talent chez Naval Group. Voilà, je suis conférencière en entreprise, donc ça c'est des choses qui sont possibles. Mais c'est vrai que j'ai un peu quitté cet environnement-là parce que j'ai presque envie de dire que pour différents sujets, mais en tant qu'ancienne danseuse, j'aime vivre le sport, voilà, être sur le terrain. Et, voilà, il y a un côté où je vis quelque chose de très fort en termes d'événements et de voilà, chose que qu'on peut avoir du mal à reproduire en entreprise. Et surtout que souvent l'entreprise dit qu'elle doit s'inspirer du sport. Moi, j'ai envie de dire que le sport devrait énormément s'inspirer de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des retards qui sont faits, qui sont phénoménaux. Il y a des décalages qui sont monstrueux entre la question de la performance que tout le monde souhaite atteindre et les moyens qui sont mis en face. Aujourd'hui, les entreprises sont bien plus équipées pour pouvoir être cohérentes sur la question de la performance ou du bien-être des salariés que ne le sont la plupart des clubs sportifs, tout sport confondu. Donc, j'aime l'idée. Tu sais, un jour, j'avais rencontré, parce que j'ai été au Réseau Entreprendre, et dans mon parcours, au départ, pour intégrer le Réseau Entreprendre, on doit rencontrer les chefs d'entreprise qui doivent déterminer un peu qui on est. Je rencontre cette femme qui travaille, une dame qui a un très haut poste, et qui me dit quelque chose qui m'a marqué. Je vous le dis au cas où si ça pourrait intéresser d'autres chefs d'entreprise, ou si vous avez envie d'entreprendre et que vous seriez comme moi. Elle me dit, vous savez Aurélie, dans la vie, il y a 2 types de chefs d'entreprise. Il y a les défricheurs et les récolteurs. Les défricheurs, c'est ceux qui vont sur un terrain vague et qui vont fournir toute l'énergie pour évangéliser, créer le truc, changer les mentalités, etc. Mais à la fin, eux, ils ont fourni tout le travail, mais c'est pas eux qui vont récolter les fruits. Parce que derrière passent les récolteurs qui vont arriver sur le chemin qui est déjà tout tracé, planter les graines pendant que l'autre taillait à la serpe le chemin, les autres ils étaient en train de planter les graines, et à la fin, il y a celui qui récolte et celui qui a défriché. Elle me dit, vous savez qui vous êtes, vous? J'avais un peu senti le truc venir. Je dis oui, je pense. Elle me dit, bah oui, vous êtes une défricheuse.
Et oui, donc je sais, et c'est pas tellement une fatalité. Une fois qu'on l'a admis, on sait qu'on sera jamais forcément riche, mais on aura mis du sens pour aller, voilà. On va dire que dans le sport de haut niveau aujourd'hui, je me vois comme une défricheuse, c'est-à-dire que j'ai envie d'être celle qui va changer les mentalités, notamment dans le sport collectif, parce que tout reste à créer. Et que j'ai envie d'en être. Même si, arrivé à 45 ans, je me dis, ouais, il y a aussi des trucs où quand même, faut apprendre à récolter. Donc, j'essaye maintenant de faire un peu les deux. Très bien, merci. C'est hyper évident et finalement, tu agis là où on a le plus besoin de toi pour aller initier des changements, pour semer tes graines et pour transformer là où c'est le plus nécessaire. Ouais, c'est ce que j'ai envie, c'est ce qui me motive le plus. Ouais, je comprends. Et alors, quel lien tu fais entre la performance et le bien-être? Parce que là, tu viens de nous dire que dans l'entreprise, finalement, c'est vrai que ton constat, moi, je le trouve intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle tellement de burn-out, on parle tellement de souffrance au travail que parfois, on oublie que finalement, l'entreprise a quand même beaucoup bougé ces 10, 20 dernières années et qu'elle a fourni des efforts considérables par rapport à l'accueil des salariés, par rapport à la prise en considération de l'être en tant qu'humain et pas juste travailleur. Enfin, c'est vrai qu'on oublie ça quand même. On ne l'entend pas assez souvent. C'est vrai. Donc, je trouve que c'est intéressant de le remettre en perspective. Et effectivement, finalement, la performance, le bien-être, on n'est peut-être pas à l'équilibre, peut-être pas, mais en attendant, je trouve que ce sont deux notions qui sont quand même très présentes dans l'univers de l'entreprise et qui sont prises en compte par les dirigeants, par les managers. Donc ça, faut pas l'oublier. Et toi, quel est le lien quel serait l'idéal en fait entre la performance et le bien-être? Qu'est-ce que tu mets déjà derrière comme définition? Tu mets quoi comme définition derrière le mot performance et derrière bien-être? Et pour toi, dans l'idéal, en tant que défricheuse, qu'est-ce que tu voudrais voir dans notre monde, autant en sportif qu'entrepreneurial, se faire quoi? Alors pour moi, en fait, le bien-être et la performance viennent du même mouvement. C'est-à-dire que à partir du moment où on se sent limité dans nos capacités cérébrales, à la fois on va être dans du mal-être. En fait, je vous explique. Globalement, on a une façon de fonctionner dans notre cerveau. Je vais essayer de vous prendre une image. Je vais vous prendre une image toute bête. Je suis droitière. Depuis toujours, j'ai utilisé ma main droite. C'est comme ça, je suis née droitière. Et donc, du coup, je n'utilise que ma main droite. Je suis donc bien plus, en termes de capacité, capable avec ma main droite qu'avec ma main gauche. Tant que je vis dans un environnement de droitier, que ma main droite est disponible, je me sens bien parce que je me sens capable et puis parce que du coup, je peux faire tout ce que je veux avec ma main droite. Puis je suis performante aussi parce que d'ailleurs, ma main droite a tellement été entraînée que quand un truc tombe, paf, j'arrive à le ramasser hyper rapidement. Je me sens donc bien parce que je suis capable d'évoluer dans mon environnement. Donc je me sens à l'aise et je me sens performante. Les deux sont liés à ma capacité à pouvoir utiliser ma main droite. Demain, imaginons que je suis droitière mais que je naisse dans un environnement qui soit un environnement uniquement pensé par des gauchers. Et là, à la fois, je vais commencer à me sentir mal parce que je suis pas à l'aise, c'est pas souple, c'est pas fluide. En fait, je me sens limitée partout et donc ça crée forcément des tensions, des frustrations, ça crée forcément un mal-être et ça crée aussi un manque de performance puisque si tous les objets tombent à gauche et que je peux pas les ramasser parce que moi en fait je suis droitière, en fait ça va créer aussi de la contre-performance. Bien-être et performance, pour moi, c'est lié à la même chose, c'est les limites que l'on a dans notre cerveau. Plus vous êtes limité, et après, c'est la sphère ou l'intention que vous allez lui donner. Quand vous êtes limité dans votre cerveau et que vous voulez mener un projet professionnel, on va parler de performance. Sauf que si vous êtes limité, vous allez être contre-performant. Si ces mêmes limites, parce que votre cerveau ne change pas, vous les amenez à la maison, la sphère va changer, la forme que va prendre la limite va changer, mais vous allez quand même être limité, donc vous allez vous sentir mal. Par exemple, il y a une capacité, la capacité à accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est une capacité cérébrale qui demande de la souplesse cognitive et qui fait que vous vous énervez moins. Bon, qu'on parle d'un bébé où je suis à la maison, mon voisin est bruyant, il fait régulièrement du bruit, où il a des enfants au-dessus qui font tomber des billes sur le parquet, c'est horrible ça. Ça crée un mal-être quand je rentre à la maison.
Et en même temps, quand j'arrive au bureau et que mon boss me dit « Tiens, il va falloir que tu fasses ça aujourd'hui alors que j'avais prévu autre chose », c'est la même capacité, mais il y en a une, on va parler de performance parce que c'est en entreprise ou c'est sur un terrain de rugby ou de football. Et à la maison, on va parler de bien-être. En fait, les deux viennent d'un manque de développement de vos capacités cérébrales. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est que je me dis que c'est tellement facile de développer nos capacités cérébrales, c'est tellement facile d'augmenter le gain de bien-être et de performance sur les deux, peu importe ce que vous en faites, quand vous avez musclé une capacité, que vous l'utilisiez pour votre bien-être ou votre performance, vous aurez les deux gains possibles. Vous n'avez pas à choisir. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est de porter le message et de dire aux gens, en vrai, c'est très facile. Vraiment, trouver du gain, c'est très facile. Et en plus, vous vous occupez d'un sujet et vous aurez le double bénéfice, bien-être et performance. Vous n'avez même pas à choisir. Et après, la question, c'était quoi? Je me souviens plus. Qu'est-ce qui resterait à faire? Je me souviens plus. Dans l'idéal, dans ta vision idéale, qu'est-ce que tu aimerais qu'on vive dans l'entreprise ou dans le sport collectif pour équilibrer ou peut-être épanouir cette performance et ce bien-être? Disons qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir épanouir le bien-être et la performance, mais je suis pas sûre que ce soit le rôle de l'entreprise. Pour moi, il y a comment dire? Comme tout dans la vie, on peut améliorer le contexte. Par exemple, je peux créer un contexte, si vous êtes droitière et qu'on est dans une entreprise de gaucher, je peux créer un environnement qui fasse que vous allez vous sentir plus à l'aise en mettant plus de trucs pour les droitiers, par exemple. Sauf que ça, c'est le contexte. C'est-à-dire que à partir du moment où on influence le contexte, c'est bien, mais ça ne permet aucunement à un individu de muscler ses capacités pour pouvoir muscler ses capacités intrinsèques. Il y a une étude scientifique qui a été réalisée par Lyubomirsky qui explique qu'il y a 3 facteurs qui impactent vraiment votre bien-être et votre performance. Vous avez votre patrimoine génétique, le contexte, tout ce qui est extérieur à vous, et puis votre activité intentionnelle, tout ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans votre vie. Le patrimoine génétique impacte à 50% votre capacité de bien-être et de performance. C'est énorme. À 40% vient l'activité intentionnelle, tout ce que vous pouvez faire, mettre en place pour vous, pour muscler vos capacités, pour vous sentir mieux et plus performant. Et à 10% seulement, on a le contexte. L'entreprise, aujourd'hui, elle a 2 possibilités. Améliorer le contexte, mais à la fin, c'est jamais que 10%. Alors, on a souvent l'impression que le contexte nous impacte plus qu'à 10%. Mais ça, généralement, c'est juste parce que vous n'avez pas... vous n'exploitez pas, ça révèle simplement que vous n'avez pas exploité vos 40% de potentiel, d'activité intentionnelle. Et vu qu'il y a un espace vide, on a l'impression que forcément le contexte nous impacte plus. Si j'apprends à méditer dans le train quand le bébé pleure, bizarrement, ou quand les enfants du voisin font tomber les billes sur le parquet, j'ai musclé mon activité intentionnelle, donc le contexte ne m'impacte plus. Mais si j'ai pas développé ma capacité, le contexte m'impacte beaucoup. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle peut effectivement travailler sur le contexte, mais à la fin, même si les gens ont l'impression que c'est ça qui fait tout, c'est un leurre. C'est un leurre parce que normalement, ça correspond qu'à 10%. Le travail le plus intelligent qui peut être fait en entreprise, c'est de permettre à un individu de développer son potentiel, d'aller travailler son activité intentionnelle et de développer ses capacités à pouvoir mieux s'adapter, à pouvoir mieux gérer ses émotions, à pouvoir être dans l'instant présent, à pouvoir avoir plus de souplesse, de flexibilité cognitive. Et en même temps, est-ce que c'est le rôle d'entreprise d'aller jusque-là? Est-ce qu'on peut aller jusque-là auprès de tout le monde en sachant que dans la vie de tous les jours, emprunter ce chemin-là d'activité intentionnelle, c'est se responsabiliser par rapport à sa vie. Et ça, il y a des gens qui sont pas prêts et capables de le faire. Il y a des sportifs qui ne viendront jamais me voir parce qu'ils continuent de préférer penser que c'est de la faute du club, que c'est de la faute des partenaires, que c'est de la faute à pas de chance, plutôt que de se prendre en main eux. Donc, il y a aussi des limites à ça. Et la question se pose de quel est le rôle de l'entreprise dans tout ça. Moi, je dirais que le premier rôle il doit y avoir une question de bienveillance et après vraiment de responsabilisation de chacun dans son parcours. Et après, effectivement, il faut poser des limites et les limites, je ne crois pas aux limites entre le professionnel et le personnel, par exemple. Vous n'avez qu'un seul cerveau.
Donc en fait, faire la séparation entre développement personnel et formation professionnelle n'a aucun sens. Donc après, la question des où se pose l'entreprise et où se positionne l'entreprise dans ça, eh ben ça, c'est une autre question qui peut, qui est un vaste sujet. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est que finalement, c'est à chacun individuellement de se prendre en charge et d'aller tenter de développer avec ta méthode ou par d'autres biais toute cette partie intentionnelle en fait dont il maîtrise normalement les enjeux. C'est ça. J'aime bien dire aux gens, en fait, je sais que c'est difficile ce que je dis. Je sais que c'est pas évident. Je peux vous garantir par contre que je me l'applique pleinement. Vous avez toujours une marge de manœuvre. Vous pouvez toujours être acteur. C'est-à-dire que vous pouvez pas, bien sûr, vous ne choisissez pas. C'est quelque chose de tout bête, mais quand je me suis séparée, comme beaucoup de gens se séparent avec des enfants, j'avais dit à mes enfants, je suis désolée parce que vous ne choisissez pas ce que vous allez vivre. Là, on va se séparer et vous ne le choisissez pas. Par contre, vous avez le choix de comment vous allez le vivre. Et là, vraiment, je suis pour vous, je suis là pour vous et on va trouver les méthodes, les outils qui peuvent vous aider à le vivre comme vous avez envie de le vivre. Vous ne choisissez pas ce que vous vivez, mais vous pouvez choisir de le vivre de la manière dont vous voulez le vivre. Et donc, j'aime bien dire que dans toute situation, on a au moins cette marge de manœuvre. Et dès que vous l'utilisez, vous augmentez vos capacités à faire face à nouveau à ce genre de situation. Alors, j'aime bien dire que la vie, elle nous le pourvoit naturellement. Hein. Que vous vouliez ou pas muscler vos capacités cérébrales, vous allez devoir le faire parce que la vie va vous présenter des épreuves et que il va falloir y faire face. Et à chaque fois que vous êtes dans le dur comme ça, j'aime bien dire, j'espère que vous penserez à moi la prochaine fois que vous serez dans le dur. Si vous êtes dans le dur, c'est simplement parce que la vie est en train de vous confronter à des capacités que vous n'avez pas encore. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de les développer. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça, dès qu'on s'entraîne à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est difficile. Sachez que dans ces moments-là, vous êtes en train de vous entraîner et que cet entraînement, il sera utile pour d'autres moments de votre vie. Et donc, oui, c'est pas un moment facile, mais c'est un moment qui est en train de vous entraîner pour la suite. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, à 65 ans, j'ai une sagesse que j'avais pas à 25 ans. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de me dire si on pouvait éviter d'attendre 65 ans, ce serait quand même pas mal. Et donc, du coup, mon boulot, c'est de raccourcir le temps et d'aller chercher à développer nos capacités avant qu'on ait 65 ans. Merci. Alors là, je vais basculer parce que on avait dit qu'on en parlerait. Je trouve que c'est hyper intéressant dans l'univers entrepreneurial. On est dans l'humain, on est dans le développement des capacités, on est aussi dans les moments durs. Toi, je sais que t'as eu des revers aussi humains, financiers. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme tu le voulais. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner l'expérience, le fruit que tu as tiré de cette expérience qui n'a pas forcément été agréable? Tu m'avais parlé de la valeur et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc, est-ce que tu peux partager cette expérience? De quoi la valeur? Par rapport à quoi? La valeur, tu sais, tu m'avais dit qu'en fait, personne ne peut voler la valeur d'une autre personne parce qu'en fait, la valeur, elle est interne. Elle est interne à chacun d'entre nous. Ah oui, ouais. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai. Dans mes expériences qui ont été compliquées, il y en a eu plusieurs, mais je peux en prendre 3 sur des moments très différents. Les 3 moments qui m'ont vraiment marqué, puis je finirai par celui sur la valeur. D'abord, il y avait ce côté quand j'étais chef d'entreprise, je me suis dit je veux vraiment être la chef d'entreprise cool, celle qui va régler tous les maux de l'entrepreneuriat. Moi, je vais être différente. Moi, chez moi, les salariés seront contents, etc., etc. Bon, bref. Et donc du coup, j'avais une de mes salariées qui avait, pour des raisons personnelles, besoin de gérer un peu son temps comme elle voulait. Et donc vraiment, je lui ai dit, je te fais confiance, tu gères tes heures, etc. Bon, bref. Et le jour où l'entreprise s'est retrouvée dans le dur, un moment où on avait perdu un agrément, et ce carrefour de vie où il y a tout qui va mal, là, un lundi matin, juste avant une réunion, elle me dit
Ah, je peux te parler, Aurélie? Ah, mais je lui dis ouais, bien sûr, pas de souci. Alors, faut savoir que j'ai à ce moment-là un de mes bras droits qui vient de se faire hospitaliser en urgence pour une tumeur dans le cerveau qui s'est déclenchée quand elle était dans mon bureau. Enfin, il y avait vraiment tout, la totale. Ça pouvait difficilement aller plus mal. Et elle me dit bon, je voulais te dire que j'ai signé un autre contrat ailleurs, donc je pars dans un mois là. Et donc bref, l'enseignement que j'ai tiré de ça, c'est si vous êtes chef d'entreprise jeune ou si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, faites attention aux illusions. Faites attention à vos illusions et essayez de rester très rationnel dans votre façon de. Et c'est pas parce que vous donnez beaucoup que vous recevrez beaucoup. C'est important je trouve c'est important de savoir qu'on est dans une entreprise et c'est bien d'ailleurs et je trouve ça assez sain de se le dire. Moi j'étais vraiment dans mon rêve de ouais mais on est un groupe, voilà etc. Je pense que je me suis un peu illusionnée et que la vie m'a rappelé qu'en fait une entreprise est une entreprise, que les gens pensent aussi à leur intérêt et c'est très bien. Donc avoir une approche rationnelle de l'entrepreneuriat et de la façon de gérer des salariés, ça me semble être hyper important. Même si vous êtes comme moi un idéaliste, à la fin, le côté idéaliste risque de vous coûter cher. Moi, il m'a coûté cher là-dessus. Mais c'est très bien parce que ça apprend aussi à gérer de façon rationnelle des projets et puis à penser à soi aussi. Au final, se dire, à penser un peu plus à soi. La deuxième chose, c'était quand j'ai fait MyWelper et que l'appli fonctionnait trop bien. J'avais été appelée par un très grand groupe. Alors, je sais pas si on peut le dire, mais il y a pas vraiment de secret. Mais j'ai été appelée par Air France pour mettre l'appli dans les avions. Et donc, je me retrouve vraiment, on s'est mis la rate au courbouillon avec les équipes pour leur faire des vidéos qui correspondent à l'image de marque, etc., etc. Et à nouveau, je débarque avec tous mes idéaux, là, à cette petite réunion où il y a 12 personnes, on est avec le comité, etc. Et je me dis, ça y est, ça va payer, l'appli, etc., ça va vraiment décoller. En mauvais jeu de mots. Et donc là, à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui me dit, bon, voilà, avec le nombre de passagers qu'il va y avoir... parce que j'essaye d'amener quand même la question du tarif, et me disent non, avec le nombre de passagers qu'il va y avoir en fait par jour dans nos avions, mythe, c'est à vous de nous payer en fait. Bon bref, donc je me suis dit, waouh, on est dans une entreprise qui est censée avoir les moyens. Bon bref, donc là aussi être très rationnel et vraiment j'ai refusé en fait. J'ai refusé parce que je trouve que tout mérite salaire en fait, que nous on est une équipe et qu'à un moment donné, bon bref, ça me convenait pas. Ça aurait pu convenir à d'autres gens, mais ça me convenait pas. Et là aussi, je trouve qu'il y a eu peut-être un manque de réalisme de ma part, voilà, mais qui a été salvateur aussi. C'est le jeu. C'est le jeu, mais c'est dur pour les startups, c'est dur pour beaucoup de startups. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et la dernière expérience, c'est au moment où j'ai voulu vendre mon école. Des personnes se sont présentées pour la racheter. Et après 1 an et demi de discussions infructueuses, il s'avère qu'un mois à peine après l'arrêt de la discussion, en sachant que ces personnes ne venaient pas du milieu dans lequel j'étais, elles avaient créé une école comme la mienne, avec tout le même fonctionnement, avec une communication similaire, avec des professeurs qui travaillaient chez moi et des contenus qui m'appartenaient. Bon, bref. Donc, on est encore en, on va dire que voilà, il faut laisser le bénéfice du doute, etc., puisqu'on est encore en procès là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette aléa-là a été très très dur à vivre pour moi parce que cette école c'était comme mon 3e enfant, vraiment. 2009 ma fille, 2010 mon fils, 2011 mon école. Je me suis levée la nuit quand mes enfants étaient nourrissons. Je m'étais mon réveil à 2h du matin pour faire le contenu de cette école. Et j'avais l'impression qu'on venait vraiment, vraiment de m'arracher mon enfant, quoi. C'était vraiment... et qu'on allait l'exploiter en plus.
Donc ça a été émotionnellement très dur à vivre, mais passer le coup de l'émotion, ça m'a fait travailler sur quelque chose d'essentiel. Il faut savoir que cette école-là est liquidée depuis. Et moi, j'ai continué mon chemin et tout ça faisant, je me suis rendu compte que je pense que cette expérience, elle a été fantastique, excessivement difficile, mais fantastique parce que c'est un des éléments de ma vie qui m'a fait prendre conscience de ma valeur. J'ai réalisé, et d'autres gens m'ont dit, mais j'ai réalisé à ce moment-là que ma valeur, elle était à l'intérieur de moi. Qu'elle n'était pas dans la forme de quelque chose que je pouvais créer, mais qu'elle était véritablement à l'intérieur de moi. Et qu'on pouvait copier, vraiment, ils m'ont rendu un service, on pouvait copier ce que je faisais, copier la façon de faire, copier les tarifs, copier le contenu, et même reprendre les mêmes profs, en fait, ça marchait pas. Et donc, ça pouvait ne pas marcher pour différentes raisons. Et donc ça m'a été, ça a été quelque chose de très puissant pour moi parce que je sais qu'aujourd'hui, factuellement, ma valeur est intrinsèque. Et ça, c'est hyper apaisant de se dire que, ok, je peux aller où je veux, je transporte avec moi ma richesse et ma valeur. Voilà. Donc si ça vous arrive, sachez que si vous vous en doutez, eh bien, cette expérience-là vous révélera que votre valeur est unique, qu'elle ne repose pas que sur du contenu, que sur de la matière, elle repose sur une façon de faire, sur une vision, sur une personnalité, sur une... alors, il y a plein de domaines où ça marche moins, je pense au domaine industriel, mais même, il y a toujours vous êtes au cœur de ce que vous faites. Et que ça participe beaucoup à votre réussite. Et que ça, on vous le retirera jamais. Merci. Voilà. Ça me touche beaucoup ce que tu partages parce que c'est exactement ce que j'essaie au quotidien de traduire des entrepreneurs qui viennent à moi et qui n'ont pas conscience de cette valeur intrinsèque et que je vais justement faire émerger et révéler et en tout cas la traduire, tu vois, en stratégie, en communication et elle peut prendre bien sûr plein de multidimensions et plein de formes. C'est ça. Et puis, je trouve que même sans vivre une expérience aussi difficile que celle que tu as vécue, rien qu'au quotidien, c'est tellement essentiel de se rappeler ça, en fait. C'est pas parce qu'on lance un programme et que le programme fonctionne pas qu'on n'a pas de valeur. C'est pas parce que, à un moment donné, il y a plus de clients qui arrivent qu'on n'a pas de valeur. Non, c'est peut-être parce qu'il faut se réajuster et partir sur une autre voie de transmission. Exactement. Il y a des fois... Exactement. Moi, j'aime assez me dire qu'en fait, si on arrive à être souple avec la vie, elle devient votre meilleur allié. Elle vient vous dire quand ça coince. Elle vient vous dire quand il faut changer, quand il faut faire autre chose. Parce qu'il y a sa valeur, mais il y a la forme qu'elle va prendre, il y a l'endroit en fait. Et je trouve qu'on peut mettre beaucoup de temps. En fait, il y a des choses qui peuvent marcher. Et vous pouvez transmettre votre valeur dans des endroits, mais il y a des endroits qui vont vous demander plus d'énergie que d'autres. Et il y a des moments où voilà, il y a l'énergie que vous y mettez quand vous avez 25 ans ou 30 ans, peut-être qu'à 45 vous avez plus envie. Et tout d'un coup, la vie elle va juste venir vous dire, wow, là je fatigue quand même beaucoup. Et donc ça va commencer à coincer. Enfin, la vie, elle vient juste vous dire, elle vient vous envoyer des messages. Il y avait une expression ou citation qui disait un truc que j'aime beaucoup, qui disait « Il n'y a que les gens qui ne vivent pas en conscience qui pensent qu'ils ont le choix ». Alors pour quelqu'un qui est prise de liberté comme moi, c'est pas évident, mais ce que ça veut dire, ça veut juste dire que quand on est connecté et qu'on est conscient et qu'on est à l'écoute un peu de la vie, des signes qu'elle vient nous dire, ça peut paraître mystique ce que je dis, alors que ça ne l'est pas du tout. Ça peut vraiment être vu d'une manière ultra pragmatique, comme ça peut être vu d'une manière mystique, peu importe, mais ça marche dans tous les cas. Quand ça commence à coincer, quand ça commence à devenir désagréable, c'est comme quand vous êtes assis sur une chaise et que ça commence à devenir désagréable, votre réflexe, ça va pas être de vous dire mais pourquoi c'est désagréable, c'est terrible la vie, pourquoi je peux pas m'asseoir avec le mollet derrière la tête et me sentir bien. Ouais, parce que c'est comme ça, c'était bien un moment, mais là ça commence à tirer. Non, vous allez juste
changer de position. Et en fait, dans la vie, ça, on peut l'extrapoler et se dire qu'il y a un moment où ça devient désagréable, ça coincouille, ça commence à devenir un peu trop d'énergie, on voit bien que ça, il y a plus de la fluidité, il y a une succession de mauvaises nouvelles. Eh ben, pof, la vie, elle vous demande peut-être juste de changer de position sur votre chaise, comme vous le feriez naturellement pour votre corps quand vous n'êtes pas bien assis. Et donc ouais, je crois beaucoup que la vie, en tout cas, la connexion à soi et à son rapport à l'environnement vient nous donner les informations dont on a besoin pour savoir si on doit aller un peu plus loin, si on doit rester, si on est bien ou pas. On parlait de conscience tout à l'heure, la conscience du corps. Pour ceux qui sont purement pragmatiques, en fait, c'est juste quand vous avez les bonnes infos, sans vous parler de la vie, ça vous aide à vous ajuster tout simplement. Parce que on change, on vieillit, enfin voilà, il y a différents. Puis il y a des moments, il y a des sujets, c'est comme des relations qui ne méritent pas, qui ne sont pas là pour durer toute la vie. Il y a des aventures qui doivent s'arrêter, même des aventures entrepreneuriales, et que c'est ok quoi, ça fait partie du chemin de la vie. Génial. On arrive quasiment à la fin de notre entretien. Je passerai bien la journée avec toi. J'ai encore 2 questions. Est-ce que tu dirais que c'est la soif de découverte et la profonde connexion aux gens qui ont été des valeurs essentielles dans ton parcours et sur quelle qualité personnelle en fait tu as construit tous ces business, toutes ces explorations? Moi, je dirais que j'avais juste, je sais pas si c'est vraiment des valeurs au départ. Je pense que ça part souvent de souffrance. En tout cas, eh bien, on va dire que moi, j'avais juste besoin de comprendre les gens pour que leur comportement m'impacte moins. C'est le cas de beaucoup d'affectifs. Beaucoup d'affectifs s'intéressent aux autres. D'abord parce qu'ils veulent en faire des éléments moins menaçants. Moi, je dirais que c'était mon cas. J'avais besoin de comprendre le fonctionnement des gens pour simplement le fait de vivre sur cette planète me semble un peu moins compliqué parfois. Ensuite, j'avais besoin d'éléments pour moi, les valeurs qui ont été vraiment fondatrices, et je dirais c'est la valeur d'épanouissement. J'avais besoin de m'épanouir, j'ai besoin de m'épanouir. J'ai pas juste besoin d'être bien dans ma vie. D'ailleurs, je peux accepter des moments de moins bien parce que j'ai besoin de m'épanouir. C'est-à-dire que ça va même plus loin, c'est que quand ça commence à être tout calme et que ça roule, enfin jusqu'à présent, peut-être ce sera différent maintenant, je profite de ces moments-là. Mais généralement, il y a toujours une autre étape derrière qui participe à mon épanouissement, qui arrive. Et donc, je vais me ressortir de mes zones de confort parce que j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Donc, je dirais que c'est, la valeur de réalisation. Si l'épanouissement, ça parle pas aux gens, j'ai besoin de me dire que je me suis réalisée pleinement sans avoir été limitée. Et si je prends le parallèle de la danseuse, quand j'étais danseuse, sur la même chorégraphie millimétrée, j'avais parfois des moments de grâce absolument fantastiques, et parfois j'étais complètement à côté de mes pompes. Et ça, c'est quelque chose qui dans ma tête ne passait pas. Je ne comprends pas pourquoi sur la même chorégraphie, les mêmes mouvements, la même musique, les mêmes partenaires, parfois je suis dans un moment d'extase et parfois je suis à côté de mes pompes. Donc voilà, j'avais besoin de me dire que j'étais ma propre... j'avais besoin de me réaliser, et donc j'ai fait de ma personne mon premier objet de réalisation, quoi. Génial. T'en as parlé un tout petit peu en intro de ton environnement actuel. En quoi ton environnement, le fait que tu vives dans les Cévennes et que tu sois dans ces paysages, dans ce contexte, a un impact sur ton ancrage et ton alignement? Ça en a un énorme. Vraiment, en fait, j'ai fait un voyage dans les Cévennes avec mes enfants quand ils étaient petits, et j'ai été absolument absorbée par cet endroit qui me touche d'une manière absolument vraiment phénoménale. J'avais l'impression, d'abord on vit en pleine nature, et le jour où on a redécouvert ça, enfin moi j'ai redécouvert ça vraiment, d'avoir des nuits dans un silence complet, d'avoir des nuits noires aussi dans un silence complet. On croise des renards, on croise des blaireaux, on voit des cerfs, des biches, on va accueillir des champignons. Enfin, il y a quelque chose de très authentique et de très vivant et de très apaisant, tout en étant très riche. Je trouve que c'est un mix qui est absolument incroyable.
Ouais, il y a ce côté, quand je suis là-bas, je me sens dans le vrai monde. C'est très bizarre. J'avais l'impression, avant d'être prise dans un espèce de tourbillon, comme un manège qui tourne, et il faut être dedans, parce que même si j'étais à mon compte, voilà, il y a les rendez-vous petits fours avec les différents réseaux, et puis il y a le rendez-vous, puis il faut aller là, puis il faut prendre la voiture, et puis repartir là. Et finalement, je suis dans cette frénésie que tout le monde partage. Je ne pensais pas que ce serait possible pour moi de vivre là-bas, et je l'ai rendu possible. Ça paraissait pas possible et je l'ai rendu possible. Je dis bien je l'ai rendu possible parce que ça n'a dépendu que de moi. Et oui, aujourd'hui, ça participe à vraiment, d'abord parce que j'ai une vie en dehors qui est très intense. Je suis sur circuit, j'ai des déplacements sur des événements sportifs. Et ça me rapporte ce calme, ce besoin d'introspection, cette authenticité, ce rapport à l'instant présent, cette richesse. Et j'ai l'impression d'être dans le vrai quand je suis là-bas. L'impression d'être dans le vrai de la vie et de cette planète, en fait, voilà. D'être dans le vrai. D'être dans le vrai même par rapport à moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a ce moment où je me retrouve avec moi-même. Et je ne peux pas me fuir, en fait. Je peux pas m'illusionner. J'ai pas un rendez-vous petit four qui me fait oublier. Non, je suis là avec moi-même. Donc, si je suis pas bien, je le sais tout de suite. Voilà. Et si je suis bien, j'en profite pleinement. Donc, il y a un équilibre, en fait, qui s'est créé, un très joli équilibre harmonieux entre cette vie trépidante d'accompagnante, de transmettrice, de pédagogue, et puis cette vie beaucoup plus au calme, dans la nature, dans le vivant pur. Exactement. Et il y a un mix même entre, quand je pense aux 3 cerveaux, il y a ce mix parfait entre je peux passer 3 heures à lire des études le matin, et puis je vais sortir dehors 2 secondes, je vais couper un petit arbuste, je vais rentrer des bûches dans la maison pour faire le feu du soir, et puis je retourne travailler 3 heures. Et en fait, on a perdu... cette vie-là m'apporte l'équilibre cérébral dont je pense que tout le monde aurait plus ou moins besoin. En fait, aujourd'hui, on est tellement déséquilibré qu'on cherche des solutions pour se rééquilibrer. Donc, on s'inscrit à une salle de sport, on fait des cours de méditation, on prend sa voiture pour y aller, et on est dans une recherche effrénée d'un équilibre que la vie de tous les jours nous apporte plus. Eh bien, moi, ça me réjouit de me dire, en fait, si la vie peut nous l'apporter, si on a une vie différente. Alors après, j'ai pas envie de dire que je suis privilégiée parce que franchement, c'est le fruit de beaucoup de travail, mais je me suis créée une vie qui me semble être dans son quotidien équilibrée pour ce dont les individus ont besoin. Voilà, naturellement. Et donc, je me sens plus dans le besoin de partir en vacances. Mais oui. Je suis en vacances chez moi. Je me sens pas dans le besoin non plus de fuir mon travail. Je peux travailler le samedi et le dimanche parfois parce que j'aime mon travail. Et donc, il y a un côté où, en fait, je n'ai plus ce besoin. Ça coule de source. Ouais, ça coule de source. Exactement. C'est un équilibre. Quand on arrive à équilibrer sa vie de tous les jours, on est moins dans la quête et la consommation de choses pour nous équilibrer. Et donc voilà. Génial. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, un conseil que tu aimerais donner aux femmes qui veulent lancer un business, ou celles qui sont avancées mais qui des fois perdent un peu leur boussole? Qu'est-ce que tu voudrais partager de plus? J'ai dit pas mal de choses. Oui, voilà, le conseil, c'est juste de se dire, ne pensez pas que la vie est trop petite. La vie est grande, elle est vaste, et vous pouvez vraiment y créer ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes cadré et discipliné, la liberté exige cadre et discipline. Et à partir du moment où vous êtes prêt à monter cette montagne, voilà, vous transformer en grimpeur, accordez-vous des pauses. Profiter de ces pauses et voilà, et accepter de devenir un bon grimpeur, parce que c'est un chemin qui est compliqué mais qui en vaut magnifiquement la peine. En tout cas, si c'est votre chemin,
et que pour ça, il vous suffit juste de développer vos capacités quotidiennes, à gérer vos émotions, à bien dormir la nuit, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, à avoir plus de souplesse, de flexibilité mentale. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez travailler pour escalader cette montagne avec plus de confort. Dans tous les cas, ça vous demandera de l'énergie. C'est pas un chemin facile. Beaucoup de gens ne le comprendront pas, mais que la vue est belle quand on est au sommet. Merci infiniment. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie? Est-ce que tu as des réseaux? Est-ce que tu as un site? Où est-ce que tu partages? D'abord, je suis conférencière. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur aurelielamy.fr. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment Instagram ou LinkedIn. Vraiment rester connecté parce que je vais sortir sur 2026 pas mal de choses, que ce soit des formations, des livres. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre au plus grand nombre. Donc, bien sûr, continuer dans le sport de haut niveau, mais transmettre au plus grand nombre via pas mal de supports. Donc, je travaille sur ça pour 2026. Génial, super. Merci infiniment d'avoir consacré ce moment à Flamboyante et merci pour toutes tes inspirations. C'est vraiment, ton parcours est ultra inspirant. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir et puis j'espère que mon parcours pourra inspirer des personnes ou les aider sur leur chemin. Donc merci en tout cas à toi beaucoup, Sabine. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!